Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission L'Entretien. C'est un pari des autorités béninoises, un pari qui a pris corps et qui s'enracine tant il est perçu comme le socle du développement économique accéléré du Bénin. Il s'agit de la zone économique et industrielle de Glodibé, une zone économique dont l'ambition est de faire du Bénin un hub industriel pour la transformation des produits agricoles, l'assemblage des motos, la production de jus de fruits et même la transformation et l'exportation du textile issu du coton produit sur place. Autrement dit, les enjeux sont énormes en termes d'emploi pour la jeunesse, d'augmentation du produit intérieur brut, d'augmentation du volume des exportations et par ricochet de rentrée de devises. Et pour aborder les opportunités et les intérêts de cette zone économique, je reçois pour vous Roland Ribou. Il est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Il a à son actif près d'une trentaine, ou plutôt plus d'une trentaine d'années au Bénin dans le domaine industriel. Roland Ribou, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, je le disais, le Bénin a changé sa décision, ou plutôt a décidé de changer de modèle économique. Désormais, il faudra transformer les produits agricoles sur place au lieu de les exporter sans valeur ajoutée. À votre avis, est-ce un choix judicieux? Forcément, c'est un choix judicieux. Quand on regarde les quelques pays grands ou moyens qui ont vraiment décollé au point de vue économique et qui sont dans notre zone, c'est-à-dire la zone tropicale, je pense à l'Inde, à la Malaisie en particulier, sans même aller jusqu'au Brésil, tous se sont lancés dans la transformation des produits qu'ils produisent eux-mêmes au lieu de l'exporter en l'état. Donc je pense que c'est un modèle qui n'est pas une grande innovation, mais c'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. Alors, on sait que ce modèle a été implémenté et déjà on est à près de 70% de réalisation. C'est d'ailleurs la preuve de ce changement économique. Quel est le regard que vous, en tant qu'investisseur, ou mieux, en tant que président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, vous portez sur ce changement de modèle économique, voire même cette zone économique? Bon, la zone économique, le programme, c'est 1600 hectares. Oui. Bien entendu, il y a encore une zone beaucoup plus vaste autour pour d'autres installations, d'autres constructions, d'autres aménagements. Mais en fait, c'est 1600 hectares sur lesquels il était prévu de faire immédiatement 400 hectares qui devraient être entièrement aménagés en avril-mai. Bon, ça a été réalisé et donc ça a été à 100%, je dirais. Avec même un bémol, en ce sens, c'est allé plus vite que ce qu'on pensait, puisqu'on espérait avoir justement les 400 hectares entièrement loués, puisque c'est le modèle. Donc il y a une entité, SPCP, qui est là et qui aménage et qui loue des espaces sur lesquels les investisseurs construisent leurs usines. Les 400 hectares ont été donc entièrement aménagés, mais surtout entièrement loués, d'ores et déjà. Et donc, c'est déjà en soi une grande réussite. Alors vous, en tant qu'industriel, quels sont les avantages à venir s'installer, pour un industriel, à venir s'installer dans cette zone? Bon, vous pouvez aller n'importe où au Bénin, il n'y a aucune objection, mais vous allez devoir tirer des câbles pour l'électricité, vous allez devoir rechercher l'eau, vous allez devoir trouver la fibre optique si c'est possible. Et puis ensuite, vous allez devoir avoir affaire à plusieurs administrations qui ne sont pas toutes très très rapides pour mener votre affaire. Là, vous êtes dans un endroit unique où on vous dit, on vous fournit tout. Et même, cerise sur le gâteau, il s'agit de fournir également la matière première, puisque l'engagement a été pris qu'il y aura des entrepôts qui vont stocker les matières premières que vous allez utiliser, comme par exemple, justement pour le textile, le coton. Il viendra automatiquement, mais aussi pour le cajou, ça a été prévu. Donc ça veut dire que vous avez la plus grande facilité pour vous concentrer sur ce que vous savez très bien faire, c'est-à-dire la transformation du produit. Donc c'est un énorme avantage et c'est une idée excellente qui a déjà été expérimentée bien ailleurs et qui marche en principe, d'avoir donc sur un espace bien précis, pas loin du port en plus, tout ce qu'il faut pour produire et exporter, puisque ce qu'on espère bien, c'est que la zone, donc, qui peut desservir aussi la CEDEAO, mais également pourra vendre
dans le reste de l'Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, etc. En gros, c'est tout bénéf pour les investisseurs. L'investisseur, il doit payer un loyer, il ne peut pas acheter. Ça, c'est le petit bémol. Mais par contre, c'est un énorme avantage. Il vient là et puis son esprit est tranquille, il n'a pas à se poser des questions sur la prochaine formalité, mon électricité c'est quand, etc. Si vous voulez, donc c'est vraiment très important. Alors justement, vous abordez ainsi les facilités que l'État a décidé de faire aux investisseurs. Entre autres facilités, il y a l'exonération également des droits de douane sur l'ensemble des équipements importés et l'exonération d'impôts sur les sociétés pour toute entreprise installée sur une période située entre 5 et 17 ans. Alors c'est à croire que là, on est dans un contexte où il faut forcément faire venir les investisseurs. C'est-à-dire que le domaine économique, cette zone Glodibé, doit forcément recueillir des gens pour produire. Oui, tout à fait. Bon, il faut quand même distinguer deux choses. Oui, lesquelles ? D'un côté, vous avez l'équivalent d'une zone franche, d'un point franc. Donc, vous pouvez installer n'importe où au Bénin et bénéficier des avantages d'un point franc, ce qui veut dire que vous êtes comme en dehors du Bénin. Donc vous produisez, vous exportez et vous n'avez pas à payer par exemple l'impôt sur les sociétés, d'autres bien sûr pas de TVA, etc., mais ça c'est normal. Et puis en plus vous importez vos équipements en franchissant le droit de douane. Donc c'est répliqué dans cette zone. L'avantage aussi c'est que pour ceux qui vont produire pour la C2AO, de manière générale, pour le Bénin, mais aussi pour l'UMOA, C2AO, il y aura aussi cette exonération de droits de douane. Par contre, sur l'affaire de l'impôt sur les sociétés, c'est un peu différent. Il y aura un impôt spécifique qui sera perçu de façon à créer une sorte d'égalité de ce point de vue-là entre ceux qui sont dans la zone et ceux qui sont hors de la zone, puisqu'en fait, vous n'êtes pas dans une situation de point franc. Donc l'avantage aussi, c'est que vous pouvez produire par exemple les motocyclettes qui vont être montées, sont vendues par exemple au Bénin. Mais dans ce cas-là, il y aura une taxe spécifique qui va être perçue à la sortie de la zone, sans quoi ce serait très désavantageux pour quelqu'un qui déciderait tout d'un coup d'implanter son unité de montage de motocyclettes en dehors. Donc il y a cette... Alors, et qu'en est-il des start-up, ces petites entreprises qui aujourd'hui, quand même, qu'on le veuille ou non, avec l'environnement aujourd'hui des affaires, les start-up émergent. Alors, quand au regard de ces facilités, on se questionne, est-ce que les start-up ne sont pas un peu lésés ? Non, je pense que je viens de le dire. Ceux qui travaillent pour le marché local devront payer des taxes spécifiques à la sortie de la marchandise. Donc de ce point de vue-là, les startups en question ne seront pas lésés. D'autre part, je pense que les startups, ce n'est pas de leur intérêt, ni dans leurs moyens d'ailleurs, d'aller dans un économique spécial et puis de prendre un grand terrain, etc. Donc, start-up, comme vous savez, Bill Gates et autres, on est dans un garage, et puis après, on agrandit l'entreprise. Mais non, je ne pense pas que ces sociétés pourront être, même en concurrence, c'est quand même d'autres métiers, si vous voulez. Alors, quand on sait que dans cette zone spéciale, il pourrait y avoir des entreprises qui auraient forcément besoin d'autres entreprises qui ne sont pas parties, ou plutôt qui n'intègrent pas cette zone économique. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'une entreprise qui bénéficie des régimes spécifiques au sein de la zone puisse fonctionner avec des unités qui, elles, n'en sont pas ? Bon, il va falloir considérer simplement que cette zone, ce n'est pas le Bénin, c'est un pays étranger. Par conséquent, considérer cette zone comme un pays étranger. Oui, absolument, du point de vue de la douane, si vous voulez, en particulier. Donc ça veut dire que, logiquement, vous produisez quelque chose à Cotonou ou à Parakou, vous le vendez dans la zone, donc automatiquement il n'y aura pas, par exemple, de TVA perçue, etc., puisque vous êtes en train d'exporter votre produit. Il faut bien comprendre cette nuance. Oui. Ok. Alors, ce qui est intéressant, quand vous dites qu'il faut considérer cette zone comme une zone un peu à part, c'est en raison des facilités qui sont offertes, notamment dans cette zone que vous le dites. Oui, si vous voulez. Là, je parlais de ça du point de vue juridique, du point de vue du droit de la douane, du droit des impôts, etc. Le fait qu'elle soit à part, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui me paraît fondamental, c'est le fait que
on va fournir une électricité, à 45 francs CFA le kilowattheure, qui se compare à plus de 100 CFA en dehors de la zone, si vous voulez. Alors là, vraiment, ça, c'est quelque chose qui sera tout à fait spécial et qui justifiera en fait qu'on paie un loyer pour avoir un terrain dans la zone et monter son usine. Et quand on sait que le Bénin travaille aussi sur l'autonomie énergétique aujourd'hui avec les centrales qui sont installées, cela veut dire qu'une entreprise qui s'installe là a moins de risques de subir des problèmes de déficit énergétique. J'ai oublié d'en parler, mais effectivement, vous vous installez en dehors de la zone, dans la mesure où pour l'instant nous sommes encore dans des périodes où il y a des délestages, vous devez automatiquement avoir un groupe électrogène. C'est ça. Par contre, vous êtes dans la zone, l'énergie est garantie. Donc je pense qu'il y a l'un des groupes qui devait aller à Glogic Bay ira directement dans la zone. Et ensuite il y aura une immense centrale. On dit en français une ferme de panneaux solaires. Une centrale photovoltaïque. Des centaines d'hectares qui permettront justement de fournir l'énergie à un prix défiant toute concurrence. Mais en fait, c'est le prix auquel que payent les meilleurs pays, par exemple en Chine ou autre. C'est ce genre de coût qui est affecté à l'industrie. Donc pour nous, ce sera très bien. Alors, on va aborder à présent la question des difficultés qu'il pourrait avoir pour le développement de cette zone. On sait que l'une des difficultés qu'on a au Bénin, dans la plupart des pays africains, on va dire, c'est le foncier. La question du foncier aujourd'hui se pose énormément. Et pour la mise à disposition de ce foncier-là, vous, en tant qu'expert industriel, qu'est-ce que vous suggériez ou qu'est-ce que vous proposeriez ? Je pense que ça, c'est quelque chose qui a déjà été réglé par l'État, puisque en ce qui concerne cette zone, c'est l'État qui garantit la disponibilité. Absolument, il discute avec les propriétaires terriens, rachète les terrains à un prix convenu et les met à disposition de CIPI, donc l'entité qui gère cette zone. Donc, justement, c'est aussi un des gros problèmes de ceux qui s'installent au Bénin, de trouver le bon propriétaire foncier, pas faire d'erreur dans ce domaine, et puis d'acquérir vraiment à 100% son terrain de façon à travailler. Donc ça, c'est un problème qui a été réglé. Justement, c'est une des choses que le système de la zone permet de régler facilement pour ceux qui n'ont pas à s'occuper de ça aussi. L'industrie n'a plus besoin de réfléchir à s'acheter une parcelle et tout ça. Non, bien sûr. Bon, nous, on a l'expérience. Lorsque je suis venu ici au Bénin en 96, juste après, on a dû acheter un terrain pour construire l'usine Fludor. 20 hectares, c'était 18 propriétaires. Wow. Donc il a fallu les réunir. Bon, on a eu le soutien du sous-préfet de l'époque, etc. Mais enfin, ça s'est bien passé, mais il a fallu attendre un an pour que la signature qui était là n'ait pas été contestée par qui que ce soit, et puis pour avoir un titre foncier qui était vraiment valable, si vous voulez. Donc là, c'est pas la peine, on arrive et puis on a aussitôt un contrat de location et on est tranquille. Alors justement, je vais légèrement bifurquer. Vous parlez de votre expérience tantôt, cette expérience que vous avez d'une trentaine d'années déjà dans le domaine au Bénin. Quand vous regardez au début, quand vous vous installez au Bénin et que vous comparez à ce qui est fait aujourd'hui, quel est votre regard ? Là, on ne parle plus de la zone, là on parle du Bénin en général. Non, légèrement, là on bifurque légèrement avant de revenir sur la zone. Non, mais effectivement, si vous voulez, les choses sont beaucoup plus organisées, je dirais. On a informatisé beaucoup de choses, on a facilité les choses. C'est une agence maintenant pour pouvoir acquérir des terres. On n'a plus à avoir des administrations avec des monceaux de dossiers qu'on ne retrouve plus, qui s'égarent, etc. Donc c'est avec la dématérialisation aujourd'hui. Absolument, oui. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors, on revient dans la zone économique de Glogic Bay. Alors, on parlait tantôt des problèmes. On sait que cette zone va, dans quelques années, dans quelques mois, engendrer un flux énorme de camions quand même, qui vont desservir, notamment emprunter la route inter-État Cotonou-Niger. Et cela va certainement poser des problèmes. On sait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits en termes d'infrastructures routières, mais on sait qu'en termes de fluidité, quand les camions vont commencer à circuler près de 300
400 voire 500 camions. Est-ce que cela ne va pas poser de problème? On parle même de 600. Hein. Voilà, jusqu'à 600. Alors oui, forcément, ça va créer des problèmes. Et s'il faut prévoir peut-être des routes aménagées uniquement pour ces camions, je ne sais pas. Non, je crois que la chose a été vue. Donc il y a un programme déjà pour doubler, tripler, quadrupler la voie entre Akasato et Alada. Et là-dedans, Il y a ça 18 mois. oui. Et ensuite, ce sera au niveau de CFAO, etc., jusqu'à Boïcon, également revu. Mais il faut aussi voir quand même que même si actuellement les terrains ont tous été loués, et le travail a commencé, il faut quand même un temps pour faire venir les machines, les monter, etc. Donc même si tout est loué, avant que tout ne démarre, 18 mois, c'est tranquille. Donc je pense qu'à ce moment-là, tout sera prêt pour une évacuation facile vers le port et aussi pour l'arrivée des matières premières qui viendraient du septentrion. Oui. Alors, on sait que déjà, au niveau de la zone de Glodibé, il y a des industries qui sont déjà en place, qui travaillent, notamment des industries dans le textile, qui recrutent déjà, ou plutôt qui ont déjà recruté des gens qui travaillent sur place, à qui on apprend déjà comment est-ce qu'il faut utiliser les machines à coudre et autres. Et donc, plus de 300 stagiaires quand même sont actuellement sur le site. Cela engendre forcément des difficultés de logement, de restauration, parce qu'on sait que c'est une zone un peu éloignée de Cotonou, du centre-ville. Il n'y a pas forcément tous les aménagements qu'il faut. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'il faille gérer cette... Bon, j'ai posé la question à la PIEX. La réponse, c'est qu'il y a 11 000 logements qui ont été prévus et qui devront être prêts sous 18 mois. 18 mois, ok. Donc ça reste dans les temps qui sont fixés. Oui, je pense qu'en réalité, si vous voulez, quand on regarde fin 2023, la zone devrait commencer à être vraiment opérationnelle. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été prévu d'empêcher l'exploitation des noix de cajou à partir d'avril 2024. Parce qu'effectivement, on pense que tout va démarrer plutôt début 2024. Mais en attendant quand même, les gens sont là. Ceux qui sont là-bas, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? S'il faut quitter, il faut rallier Cotonou à Glodibé tous les jours, ça pose un problème. Bon, les gens le font pour l'instant, mais je répète, c'est encore une période de montage, d'organisation, si vous voulez. C'est pas... Alors, est-ce que, de façon pratique, au regard de tout ce qu'on vient de dire, au regard de ce que vous observez, vous, en tant qu'industriel, avec tout ce qui est fait aujourd'hui, diriez-vous que cette zone économique industrielle de Glodibé serait ou est le gage du développement économique du Bénin? Je pense qu'effectivement, on a mis quand même beaucoup d'argent dessus et puis beaucoup d'espoir aussi. Je pense que c'est vraiment le président de la République, à mon sens, considère que c'est vraiment un des points essentiels. C'est pas pour rien qu'il s'enquiert, je dirais pas quotidiennement, et peut-être de l'avancement des travaux. Et je rappelle que lorsque le président Macron est arrivé ici le 27 juillet, bon, lui-même n'est pas allé sur la zone parce que ses sécurités ont refusé, mais il a envoyé son ministre donc du commerce extérieur de la France, qui est, bon, je l'ai vu ensuite, il était vraiment impressionné. Donc il pense que c'est vraiment quelque chose... Faites-vous peut-être des confidences sur cette rencontre que vous avez avec le ministre? Pardon? Des confidences peut-être sur la rencontre que vous avez eue avec le ministre? Confidences, je pense qu'il a dit à tout le monde qui était autour de lui, il était vraiment impressionné et il pense que c'est quelque chose de vraiment réussi, grand. Or, il a visité des zones, pas seulement en Afrique, aussi dans le reste du monde, donc il connaît bien les choses. Je pense que c'est vraiment un pari qui a toute chance d'être gagné. Alors, est-ce qu'il faut implémenter cette zone peut-être dans d'autres localités du pays? Là, on est actuellement à Glodibé. Il faut peut-être penser du côté de l'Ouémé, peut-être penser à installer également une autre zone également. Ça va permettre de décentraliser. C'est une idée que je donne comme ça. Vous en pensez quoi? Bon, je pense qu'il faut d'abord réussir ça. Peut-être à partir de 2024. Il faut penser à la suite. Mais déjà, pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est agrandir donc les 400 hectares pour aller pour 800. Il y a 700 hectares qui est de prévu. Donc, voilà. Bon, pourquoi pas, c'est une bonne idée, il faudrait y réfléchir. Mais ce serait plus petit, sans doute. Mais
Oui, il faut le faire parce qu'il y a quand même un énorme potentiel de gens disponibles, je dirais, qui ne pourront pas tous faire le voyage vers GloJB. Ouais. Nous, par exemple, quand j'étais à Fludor, donc on avait cette unité de cajou. Eh bien, on allait employer 1200 personnes, essentiellement des femmes dont la plupart étaient illettrées, mais dont on attendait qu'elles aient simplement une capacité à dépelliculer, à manipuler les noix de cajou, et puis donc ça a apporté un revenu important. Donc ce que vous dites, c'est plein de sens. Il faudrait effectivement, à défaut de faire des zones aussi grandes, mais faire quand même des zones dans lesquelles on puisse utiliser la main-d'œuvre disponible par rapport à sa compétence. Voilà. Alors, vous, en tant qu'industriel, j'imagine que vous avez peut-être des attentes. C'est vrai, ce qui est fait, c'est bien, c'est grand et autres. Est-ce que vous avez des attentes au regard de ce qui est fait en tant qu'industriel? Oui, moi je m'inquiète un petit peu de la suite une fois que les gens sont installés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai créé une structure que c'est peut-être Iridium Consulting. Et il y a plusieurs aspects. Un aspect, c'est la formation. Un aspect, c'est quand même l'accompagnement de l'entreprise. Parce qu'il est clair qu'une fois que l'entreprise est installée, que la PIEX a fait tout son travail, que CIBI a fait tout son travail, il y a la vie de tous les jours. C'est ça. La vie de tous les jours, c'est quand même la relation avec l'administration. Tout à fait. Qui, est-ce qu'elle est, hein, donc ça, avant qu'on puisse changer les mentalités, que les gens ont le temps, qu'ils suivent les règles de façon pointilleuse, qu'ils n'essaient pas de s'adapter aux besoins particuliers, parce qu'on va découvrir sans arrêt que de nouveaux besoins arrivent. Oui, forcément, ça va nous d'autres donc besoins. À ce moment-là, il y aura un énorme travail. Et puis, je pense que moi, ce que j'attends, c'est ça, si vous voulez. Le ministre Ouadani, lorsqu'il avait présenté le deuxième PAG, avait d'ailleurs parlé de ça. Il disait qu'il y avait une APIEX, il fallait créer une structure qui serait la suite de l'APIEX. C'est-à-dire qu'une fois que l'APIEX fait tout ce qu'il a à faire. Oui, absolument. Donc en 24 heures, vous créez votre société. D'accord. Et après, une fois que vous êtes dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Quel suivi? Oui, absolument. Vous avez face à une telle administration, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des besoins spécifiques. Parce que finalement, le droit du travail, il a été bien amélioré. Enfin, il y a quand même des choses qui sont très, très particulières. Imaginez, vous souhaitez rémunérer les gens à la tâche. Donc, vous faites tant d'heures de travail. Tant de quantité de produits. Imaginez que vous avez par exemple des noix de cajou. Vous voulez décortiquer, dépelliculer. Bon, vous souhaitez rémunérer des gens quasiment comme des artisans, en ce sens qu'ils doivent dépelliculer tant de noix de cajou à l'heure. Bon, s'ils sont lents, peut-être qu'ils ne vont pas arriver à avoir le SMIC. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, donc c'est un problème-là, c'est un petit problème-là, il faut pouvoir trouver le moyen. Peut-être si la dame est à la maison, elle reçoit sa bassine de noix de cajou à dépelliculer. Bon, à la fin du mois, elle gagne seulement, 15 000 CFA, mais elle n'a pas fait plus que ça. Donc, est-ce que ce système-là peut être mis en place? Donc, il faut des aménagements. Alors, vous risquez fort souvent de vous heurter à l'administration qui va vous répondre la loi c'est ça, il faut respecter il faut respecter, etc. Et puis donc vous vous retrouvez devant un problème où c'est un problème perdant-perdant. Tout à fait. Vous n'avez pas fait l'activité et par exemple la dame qui allait gagner, rajouter 10 000 CFA, 15 000 CFA à son revenu, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura plus. Oui, donc ça sont des choses sur lesquelles il va falloir travailler, c'est tout un process. Oui. Roland Ribou, merci pour cet entretien. C'était un plaisir de parler avec vous. Le plaisir est partagé. Merci. Vous avez justement partagé avec nous votre parcours, votre lecture de cette zone économique de GloJB, entre opportunités, intérêts et même entre expériences partagées avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin et qu'à votre actif, on peut compter une trentaine d'années dans le domaine industriel au Bénin. Oui, merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est tout pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB, à savoir le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à bientôt.